Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Je vous propose qu'on puisse démarrer ce webinaire. Nous sommes ravis du coup de vous retrouver pour une nouvelle session des Vendredis de l'eau dans le cadre d'un nouveau cycle d'approfondissement. Pour rappel, ces rendez-vous réguliers sont organisés autour des thématiques de l'eau, de l'aménagement, de l'urbanisme par l'établissement public Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen, dans le cadre de l'animation du Sage Veille de la Garonne et avec plusieurs autres partenaires disséminés sur le bassin Adour-Garonne. Comme je le disais, ces webinaires, ils ont pour vocation d'accompagner les collectivités, les techniciens issus de l'aménagement et de la planification dans leur démarche, en présentant notamment des outils, des acteurs, des retours d'expérience, comme on va le voir ce matin, qui structurent aujourd'hui cette gestion intégrée de l'eau. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions à tout moment dans l'onglet questions et réponses, juste à côté de l'onglet conversation, et on essaiera d'y répondre au maximum. Aujourd'hui, on met à l'honneur un sujet aussi passionnant que crucial, anticiper les risques d'érosion et de ruissellement et comment intégrer ces enjeux dans les documents d'urbanisme notamment, donc qu'ils soient SCOT ou PLUI. Au programme, je vous propose du coup de vous présenter le programme de ce matin avant de laisser la parole à Monsieur Thierry Siot. Nous aurons du coup les propos introductifs de Thierry Siot, président de la Clé du Sage Veille de la Garonne et maire de Portée-sur-Garonne. Ensuite, Julien Delange, responsable service environnement à la communauté d'Albret, nous présentera le programme de lutte contre l'érosion des sols qui est mené depuis maintenant de nombreuses années sur ce territoire. Ensuite, Quentin Fabregal, chargé de mission à Arbres et Paysages d'Autan 31, nous présentera l'outil Cartoc, qui est un projet mêlant cartographie et animation territoriale pour notamment aborder ces enjeux de biodiversité et d'érosion des sols et d'accompagner notamment les porteurs de documents d'urbanisme ou à l'échelle de bassins versants. Et enfin, nous terminerons par Marion Sudre, directrice animatrice du contrat de rivière et page Aveyron-Amont, qui interviendra avec Mélanie Bompard de Rodez Agglomération pour exposer une étude destinée à réduire les impacts du ruissellement urbain et les risques d'inondation, tout en renforçant la résilience du territoire. Donc une étude expérimentale. Et sans plus attendre, du coup, je laisse la parole à Monsieur Siot pour les propos introductifs de ce webinaire. Merci, bonjour mesdames, messieurs. C'est un sacré programme, donc je vais m'employer à être le plus bref possible. Simplement peut-être ajouter, puisque vous avez présenté les intervenants du jour et la logique aussi de retour d'expérience et d'approche très, très concrète des sujets, nos partenaires institutionnels et leurs services techniques donc, qui nous appuient dans l'organisation des webinaires, donc le conseil départemental de l'Ariège, du Gers, de la Gironde, l'Agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, l'Association de bassins versants Tarn-Aveyron. Et puis, je veux bien sûr saluer aussi le soutien financier de l'Agence de l'eau. Voilà, c'était le petit rappel institutionnel et de partenariat. Vous dire simplement donc que moi je ne vais pas être long parce que je ne vous ferai pas l'affront de prétendre vous apprendre grand-chose. Vous êtes des sachants et aussi des opérationnels, des acteurs, des femmes et des hommes de la réflexion et du concret, mais peut-être situer ce webinaire dans un contexte un tout petit peu plus large à la fois du point de vue du SAGE, du schéma d'aménagement de gestion des eaux, en tous les cas celui de la Garonne, et puis du point de vue des SCOT et des PLUI. Voilà, donc première réflexion, et on l'a dans le jeu d'acteurs, et il est important de le souligner au niveau d'une clé, c'est que cette problématique, il faut que nous puissions l'aborder et la traiter aussi bien en milieu urbain que rural, et elle concerne des usages, dont notamment les usages qu'en font les aménageurs que sont les élus locaux, mais aussi souvent ils se sentent stigmatisés, pointés du doigt sur les sujets de l'érosion par exemple, les agriculteurs. Rappeler que nos documents de planification jouent un rôle majeur dans le développement des territoires, qu'il est essentiel que la question de l'eau soit au cœur de ces réflexions et que les enjeux des risques d'érosion, de ruissellement
soit au cœur. Peut-être convenir tous ensemble que les documents d'urbanisme ne sont pas des documents qui nous contraignent, ils le sont, mais il faut les vivre comme des outils qui nous permettent de protéger et de porter nos politiques de territoire. C'est un petit peu, quand on parle des finances, le rapport qu'on doit avec une chambre régionale des comptes, c'est pas une contrainte, c'est pas une agression, c'est pas une sanction, c'est bien effectivement un référentiel qui est établi pour nous permettre de progresser et de nous améliorer. Donc vivons-le comme un outil. Les retours d'expérience nous montrent que des solutions existent, et ça, je crois que c'est la force aussi de ce genre de webinaire, que de permettre de mettre en perspective et en valeur des retours d'expérience. Et à titre personnel, je constate que beaucoup d'élus locaux sont très demandeurs de rétex, de retours d'expérience. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a abordé les sujets de façon réglementaire, de façon théorique, qu'on s'est confronté soi-même à des sujets où parfois on se retrouve bloqué, eh bien, les solutions finalement naissent de nos retours d'expérience et de nos échanges. Et donc, en ce sens, persévérer et poursuivre dans ces webinaires me semble une bonne idée. Il faut simplement donc en prendre la mesure de ces retours d'expérience et être en capacité de les généraliser. Les enjeux, vous les connaissez, mais tout de même, la question de dégradation des sols, la question de la perte de biodiversité, la question des pollutions des cours d'eau, et puis le coût des dégâts et des enjeux de sécurité, hein. Et sur ces deux points, je veux m'arrêter. La question des pollutions, moi je pense que c'est un sujet non pas émergent, il est vieux, mais c'est un sujet qui monte en puissance. Et il monte en puissance notamment, pas que sur l'eau, sur l'air, sur les sols, au regard des sujets de santé aussi publique liés à ces problématiques de pollution. Et je pense qu'on a devant nous un certain nombre de sujets de scandales sanitaires. Donc les pollutions au sens large me semble un sujet majeur à prendre en compte. Et puis la question du coût, eh bien, regardons peut-être aussi parfois nos sujets avec la notion de coût évitable. Et donc, de fait, en évitant de dépenser sur un sujet, eh bien, ça nous dit qu'on peut peut-être mobiliser des moyens pour éviter d'avoir ensuite à réparer ou à faire face donc à ces problèmes de dégradation ou de dégâts qui sont causés. On est contraint, bien sûr, aussi par des obligations réglementaires. Vivons-les, je le disais tout à l'heure aussi, comme une chance ou un atout. Moi, je crois que malgré les obligations réglementaires, dans les GEMAPI, ce que nous disent les SDAGE, ce que nous disent les PAPI, bien sûr, ce que nous disent les textes de loi, le rôle des élus reste clé, et votre rôle, mesdames, messieurs, si beaucoup d'entre vous ne sont pas élus, reste clé parce que on peut à la fois traduire, mais on peut aussi impulser des évolutions, des changements par nos retours d'expérience, par nos discussions. Je prends un exemple simple. Nous sommes en discussion aujourd'hui sur la révision du SDAGE sur le comité de bassin Adour-Garonne. C'est bien là le rôle des représentants des différents usagers qui peuvent porter par les retours de terrain un certain nombre d'évolutions de règles ou de textes. Et puis récemment, on a vu aussi qu'au niveau national, certains sujets pouvaient être portés par les parlementaires. On a des leviers d'action, bien sûr, donc ça, vous les connaissez parfaitement, je ne veux pas m'attarder. Nous pouvons zoner, identifier les zones à risque, adapter nos règles d'urbanisme, donc on a toute latitude, hein. Un élu qui dit je ne pouvais pas, un élu qui dit je ne savais pas, je crois qu'aujourd'hui ça peut plus vraiment exister. Un élu qui dit je ne pouvais pas, c'est peut-être qu'il n'a pas tout essayé ou tout regardé. Donc il y a un enjeu de ce point de vue. On peut poser nos orientations d'aménagement en choisissant aussi de nous adapter finalement à tout ce que l'on voit aujourd'hui de sensé. Et ce que j'appelle sensé, c'est notamment toutes les solutions qui sont fondées sur la nature. Et puis, on peut, par nos règlements, imposer, et là on revient bien sûr sur un rôle de contrainte, puisqu'il faudra que nous puissions limiter l'imperméabilisation. Permettez-moi de citer effectivement aujourd'hui, parce que je le fais ici, mais beaucoup de collègues le font, tous les enjeux de ces cours oasis, de cette renaturation d'un certain nombre d'espaces urbains. Et ça, ce sont des choses très coûteuses, mais qui sont des choses effectivement aujourd'hui indispensables. Et donc, à chaque fois en filigrane, moi, je veux dire aussi qu'il y a ce sujet quand même des moyens de l'action. Donc, si on inverse nos règlements, encore une fois, sur le bénéfice à attendre des actions que nous menons et qui évitent les coûts de demain, on a peut-être une solution économique plus efficace et plus évidente. Et puis, dans nos projets urbains,
Je crois qu'il faut prendre dès la conception les sujets de l'eau, la question des risques. Et je veux aussi dire qu'on a des solutions. On a par exemple ici à Portet-sur-Garonne déconnecté des quartiers du réseau pluvial pour traiter sur le quartier, sur le petit bassin, donc traiter ces sujets d'eau pour effectivement créer des réceptacles et puis ensuite pouvoir les infiltrer. D'ailleurs, c'est un des éléments de réponse aussi au sujet de pollution vers la Garonne. Et donc, nous pouvons effectivement trouver des solutions. Voilà, donc moi je ne voudrais pas être plus long, mais redire que j'ai bien conscience que vous êtes à la fois des acteurs et des sachants très engagés. Et si on partage les diagnostics, si on partage les enjeux, par ce qui va être présenté aujourd'hui et par ce que nous continuerons à faire, eh bien, nous pouvons ensemble passer à l'action. Et je crois que c'est ça véritablement. C'est là où, en tous les cas, nos concitoyens attendent aujourd'hui. Parce que vous le savez, hein, nos concitoyens, ils aiment bien les règlements, ils aiment bien les discussions de loi, ils aiment bien les discussions en général, mais ce qu'ils voient et ce sur quoi ils nous jugent, c'est le passage à l'acte et c'est les effets concrets des politiques et des actions que nous menons. Voilà, j'ai conscience d'avoir été un peu long et donc je repasse la parole tout de suite à nos collaborateurs. Merci beaucoup, Monsieur Sio, pour ces propos introductifs très, très intéressants. Julien, je vous laisse prendre le contrôle de la présentation. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous remercie de me donner la parole pour témoigner donc de l'opération qui est menée sur la communauté de communes Albret Communauté. Euh, donc, Albret Communauté est située dans le sud-ouest du Lot-et-Garonne, aux confins des Landes et du Gers. Nous sommes donc une communauté de communes de 33 communes et pour 28 000 habitants. Et donc, je suis chargé en tant que responsable du service environnement de toute la partie GEMAPI principalement. Et à travers ce sujet, on a l'occasion aussi de travailler sur les problématiques en lien effectivement donc avec l'urbanisme et la voirie. Donc le témoignage que l'on souhaitait présenter aujourd'hui est donc issu de situations que les territoires rencontrent depuis des années face aux problématiques de coulées de boue et d'érosion des sols. Donc, depuis 2013, sur le territoire, les zones d'érosion des sols qui sont rencontrées donc, suite aux problématiques de coulées de boue sont identifiées et font l'objet d'un suivi et d'une cartographie. Donc, c'est une problématique qui a été prise en compte et considérée depuis maintenant un petit moment et qui était initialement une problématique de voirie, une problématique d'érosion donc, et d'effondrement des talus en bord de voirie et d'érosion des sols sur les parcelles agricoles. Donc c'est de ce point de départ qui a été travaillée une démarche progressive de considérer ces sujets et de les prendre à bras-le-corps pour s'en occuper. Donc progressivement, face à la multiplicité des interventions sur la voirie, notamment pour dégager les voies, les accès suite aux coulées de boue. Il y a eu une première réflexion qui a été menée autour des essais, puis la mise en œuvre progressive d'une gestion raisonnée des abords de voirie par les services communautaires en charge de l'entretien, donc au niveau des accotements et de la gestion des talus. Donc ça a d'abord été fait de manière un peu expérimentale sur quelques sites pour voir comment ça se comportait, les suivis d'entretien. Et puis progressivement, à partir de 2018,
ça a été généralisé sur le territoire à l'ensemble des voiries communautaires en gestion directe, en régie directe, que la communauté de communes assume. Donc on avait déjà une première entrée de gestion sur ces problématiques par l'axe voirie. Et puis à partir de 2019, on a essayé de poursuivre la réflexion en axant le travail en complément de la gestion de voirie sur des secteurs tout aussi sujets à l'érosion en accompagnant par la plantation de haies et la mise en place de fascines. Et pour cela, on a commencé à répondre à un appel à projet régional de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est l'appel à projet Nature et Transition. C'est un appel à projet qui a permis de se lancer dans la plantation de haies en combinant à la fois le caractère opérationnel de la plantation, mais aussi un accompagnement pédagogique, principalement à l'attention du monde agricole, puisque les plantations de haies se font à l'interface entre champs et voiries communales et communautaires. Donc, progressivement, Albret Communauté donc, a répondu à l'appel à projet par temporalité de 2 ans, reconduite depuis maintenant 2019. Et on a multiplié tout un certain nombre d'actions que je vais vous présenter ensuite, progressivement pour rendre opérationnelle cette mise en œuvre sur le terrain. Donc là, vous voyez rapidement à l'échelle du territoire des secteurs en rouge. Bon, c'est pas hyper précis, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée du fait que l'ensemble du territoire quasiment est sujet et concerné par ces problématiques de coulée de boue et d'enjeux à la fois pour les voiries et pour les problématiques de biodiversité. Donc, comme je disais, on avait commencé par la partie fauchage raisonné des voiries. Donc, comme ça a été évoqué précédemment, c'est quelque chose qui a été initié et qui a permis d'apporter déjà une réponse concrète à un certain nombre de problématiques de coulée de boue. Et donc, cette partie-là a occasionné on va dire la régénération naturelle des haies, dans la mesure où, en gestion de manière différenciée, les accotements et les talus, on a pu laisser pousser progressivement, comme on le voit sur le croquis ici, en fait, progressivement, la végétation, en l'accompagnant pour pouvoir reconstituer en haut de chaque talus, en bord de route, progressivement des... Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait et qui s'est mis en place progressivement, mais qui n'est pas encore à ce jour généralisé sur l'ensemble des voiries de la communauté de communes. Néanmoins, c'est important d'en parler parce que ça a quand même beaucoup d'avantages. Outre le fait que on a donc une intervention mécanisée de gestion qui est moindre en tant que ce qu'elle pouvait être avant lorsque la fauche des accotements était beaucoup plus répétitive, généralisée et systématique. Donc c'est déjà un gain de temps et un gain financier de ce côté-là, mais ça apporte effectivement aussi beaucoup d'intérêt collectif, on va dire, puisque du coup, cette économie réalisée permet, via la régénération assistée, de pouvoir faire évoluer progressivement des haies qui apportent, comme on le sait, un ensemble de bénéfices pour le territoire, pour favoriser la biodiversité, pour restaurer les continuités écologiques,
pour constituer des zones d'abri, de reproduction et de nourriture pour la faune. Ça embellit les paysages, donc ça reconstitue aussi les bocages dans les secteurs où le remembrement a supprimé de nombreuses haies. Et puis, en réduisant du coup les coulées de boue, c'est aussi réduire des risques donc accidentogènes sur les routes, des risques en termes de coulées. Donc voilà, c'est un bénéfice pour toute la collectivité. Donc, pour revenir sur le sujet de cœur de la présentation d'aujourd'hui, en fait, la plantation de haies, elle est rendue possible parce qu'on intervient sur le domaine public, à l'intersection, à la limite entre les talus du domaine public et puis les champs des propriétaires agricoles. Et donc, elle a pour objet, comme on l'a dit, de lutter contre l'effondrement des talus à la suite des coulées de boue et de restaurer les continuités écologiques de la trame verte. Donc, c'est une opération qui est prise en charge intégralement par Albret Communauté au niveau de la réalisation. On assure la plantation. Alors, on fait faire ça par un prestataire. On assure le suivi et ensuite, par le biais d'une convention, on répartit la responsabilité de gestion entre le propriétaire du champ qui, lui, s'engage à entretenir la haie de son côté et Albret Communauté qui, elle, va l'entretenir côté voirie. Donc, en ce sens, la plantation de haies répond aussi à des enjeux liés à l'urbanisme. C'est aussi une dimension qui est importante. Dans les documents d'urbanisme, notamment dans les SCOT, il y a des objectifs d'identifier les secteurs de préservation, de maintien et des espèces et des espaces liés à leur développement, des objectifs de lutter contre les inondations et d'assurer une meilleure infiltration des eaux, et en ce sens, les haies répondent aussi à ces objectifs. Et dans les PLU, avec l'obligation de traduire les objectifs du SCOT dans des zonages et par un règlement adapté, on retrouve sur les cartographies les trames vertes qui traduisent notamment les corridors qui peuvent être présents sur le territoire. Et donc bien souvent, on a un double objectif quand on essaie de planter les haies. Donc, alors principalement, on le fait quand même par opportunité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de secteurs qui sont identifiés sur le terrain. En fait, on part du constat, on effectue un constat, on a encore beaucoup de secteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, on va envoyer bientôt à nouveau une trentaine de courriers aux propriétaires de secteurs concernés où on a vu ces coulées de boue. Et en fait, ce n'est pas toujours des secteurs où il y a un enjeu trame verte, par exemple. Donc, on fait par opportunité des plantations avec l'accord des propriétaires, moyennant donc des conventions, mais on essaie aussi quand même de boucler ça avec la possibilité de consolider des trames vertes ou de les prolonger. Donc, c'est des objectifs qu'on essaie de croiser pour répondre aussi au niveau du règlement et des enjeux du PLUI à ces sujets. Donc voilà, après l'évolution des SCOT et de la réglementation fait aussi qu'on va devoir plus encore prendre en considération les sujets relatifs à la qualité et à l'amélioration du fonctionnement des sols. Et
d'une manière globale, c'est vrai que la plantation de haies répond à tous ces objectifs et représente une manière concrète sur le terrain d'intervenir. Donc en plus de la partie haies, on a eu l'occasion, mais c'est quelque chose qu'on fait de manière parcimonieuse en fonction des situations, la mise en œuvre de fascines. Donc les fascines, c'est vraiment dans des cas particuliers, en extrémité de parcelles, comme on peut voir sur le plan et la photographie, des cas où on peut ralentir les écoulements. C'est une technique complémentaire qu'on a mis un peu en place, mais qui est, on va dire, un peu secondaire et qui n'est pas, avec le recul, forcément la plus satisfaisante parce que les coulées de boue peuvent s'accumuler à l'intérieur des fascines et nécessitent d'être entretenues. Et on s'est aperçu avec le temps que ce n'était pas toujours le cas, donc il fallait revenir ou changer de méthode. Donc voilà, c'est quand même important de le signaler qu'il y a cette possibilité, mais elle n'est pas forcément la plus satisfaisante. Pour poursuivre, on voulait évoquer aussi, donc, dans le cadre de l'appel à projet, il y a la nécessité, au-delà de la plantation, d'accompagner la démarche par ce qui est accompagnement pédagogique, c'est-à-dire l'accompagnement au changement de pratique, la communication, l'information, à destination à la fois des agriculteurs, mais on a souhaité l'élargir aussi au grand public, au lycée agricole. Donc, je vais vous présenter là un peu un retour d'expérience qui est évolutif en fonction des années. Donc, sur cette illustration, on voit plusieurs types de panneaux pédagogiques qui ont pu être réalisés et mis en œuvre sur le territoire. Donc, ça nous permet à la fois de matérialiser les plantations de haies, mais aussi de communiquer sur ce qui a été réalisé. Donc, on en a multiplié la mise en œuvre sur le terrain. On va voir ensuite dans les actions réalisées d'autres types d'accompagnement pédagogique. Donc, depuis le départ dès 2009, on a eu pour ambition quand même de faire un travail auprès du monde agricole sur l'évolution des pratiques. Donc, en partenariat, donc dans le cadre de l'appel à projet avec des prestataires et partenaires qui étaient différents d'ailleurs, on a pu construire et co-construire des programmes et des journées d'information technique à l'intention du monde agricole. Donc, par exemple, sur la période 2019-2020, le partenariat s'est fait avec l'Association française d'agroforesterie, la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et le lycée agricole de Nérac, et a donné lieu à des journées de formation technique, notamment sur les couverts végétaux avec la Chambre d'agriculture, et des journées de démonstration technique sur de l'équipement au niveau du lycée agricole de Nérac. Donc l'idée étant que les plantations de haies sont une chose, l'accompagnement vers des pratiques plus vertueuses, notamment de couverts végétaux permanents, en est une autre parce que c'est une manière de conjuguer des actions en faveur du ralentissement des écoulements, en faveur de l'infiltration des eaux et donc de lutte contre les problématiques d'érosion et in fine de lutte contre les pollutions et puis et les inondations. Sur la partie 2021-2022, on a reconduit
le partenariat avec l'Association française d'agroforesterie, la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et le lycée agricole. On a refait des formations sur les couverts végétaux, mais différentes. C'est toujours le même sujet, mais le contenu était différent. On voit ici aussi des journées donc, de plantation de haies sur le site du lycée agricole de Nérac avec les élèves. Donc, depuis le début, on a un partenariat local avec le lycée agricole et on accompagne les enseignants et le lycée sur ces sujets. Et à nouveau, des présentations et démonstrations techniques sur de l'équipement agricole, toujours au sein du lycée pour le monde agricole et les agriculteurs. Sur la partie 2023-2024, on a un peu changé de partenaire, puisque là, on a travaillé avec AgroBio 47, toujours la Chambre d'agriculture et le lycée agricole, et on a euh, proposé donc des formations sur les couverts végétaux, avec une animation par AgroBio 47 qui a donné lieu à la réalisation de films pédagogiques pour mieux connaître son sol. On a continué et poursuivi les journées techniques bout de champ sur les couverts végétaux en présentant aussi d'autres sujets. Et puis on a mené un ciné-débat autour du documentaire Paysan du ciel à la terre, donc, qui était pour le coup ouvert au grand public, mais qui relatait aussi les problématiques d'érosion des sols et des actions qui pouvaient être entreprises pour y remédier. Et enfin, sur la période actuelle, donc l'appel à projet actuel court sur 2025-2026. On travaille à nouveau avec l'Association française d'agroforesterie, la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et le lycée agricole. Et cette fois-ci, le partenariat avec l'Association française d'agroforesterie va tourner autour donc, des pollinisateurs sur les exploitations, de l'intérêt de l'agroforesterie et de la réalisation de la plantation de haies dans les exploitations. Donc on voit sur les photos notamment donc, la réalisation de journées d'information au lycée agricole, à la fois avec les classes de BTS, mais aussi avec le monde agricole, puisque les agriculteurs sont venus. Ça permet ce genre de journée aussi de pouvoir croiser les pratiques et apporter des retours d'expérience à la fois pour les jeunes futurs agriculteurs issus du lycée, mais aussi les agriculteurs qui, eux, viennent découvrir et se former à des nouveaux usages. On a aussi prévu au printemps prochain un nouveau ciné-débat autour du documentaire La théorie du boxeur, qui est aussi relative aux problématiques de changement climatique et aux conséquences dans le monde agricole. Et donc, la traduction du projet avec l'association d'agroforesterie, sur cet appel à projet, tourne autour d'un projet qui s'appelle Maillage, qui est déployé progressivement par l'association française d'agroforesterie et qui permet, comme je le disais, de conjuguer les plantations de haies, le retour des pollinisateurs et les avantages pour tout le monde de ces pratiques. Donc, pour faire un bilan un peu de nos interventions qui ont pu avoir lieu depuis 2019 sur la plantation de haies et la partie budgétaire qui en est associée, on a commencé, donc là, je vous mets en fond de carte, pareil, de manière un peu lointaine, mais qui donne à voir qu'on a pu réaliser des plantations progressivement sur à peu près l'ensemble du territoire et qu'on a encore aujourd'hui pas mal de secteurs à combler. Et en parallèle, donc,
le coût et un peu le nombre de plantations qu'on a pu réaliser. Donc depuis 2019, on a fait à peu près 25 km de plantation de haies pour un coût de 156 957 euros. Et dans le cadre de l'appel à projet, les financements sont pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80%. Donc ça reste euh, quelque chose d'accessible puisque le reste à charge pour la collectivité euh, voilà, est à hauteur de 20%. Euh, donc ici, une petite illustration de la réalisation sur le terrain. Donc toujours à l'interstice entre les champs et les routes. Euh, voilà. Euh, Parmi les retours d'expérience qu'on peut formuler, c'est aussi la nécessité donc d'avoir un suivi régulier sur ces opérations. Suivi plantation, c'est vraiment primordial. Euh, Recharge par rapport aux arbustes qui peuvent décéder, donc arrosage, suivi avec les agriculteurs donc qui signent à chaque fois qu'on mène une opération, une convention avec Albret Communauté. Je dirais que voilà, la garantie du succès, elle est plus liée au suivi qu'à la réalisation initiale. Euh, voilà. Après, en gros, ce que je voulais vous signaler, sinon, donc, je On va vous devoir remercie de conclure. votre attention et ben, je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup. Merci Julien. Tu peux notamment, si tu veux répondre aux questions dans l'onglet Q&R, aux questions directement par écrit, et on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à d'autres questions. Merci. Je laisse du coup la main à Quentin Fabregal d'Arbres et Paysages. Hop. C'est bon, tu as le contrôle. Ouais, j'ai le contrôle. Donc bonjour à tous. Alors j'en profite pour dire que je n'ai pas accès à l'onglet questions-réponses, donc je ne pourrai pas répondre en On se direct aux charge du coup questions. de les faire glisser. Sinon, on Voilà. fera avec les questions dans la conversation, ce sera plus simple. Ça, et puis peut-être voir, j'essaierai de regrouper pour la fin, peut-être s'il y a un temps de questions-réponses pour la fin. Pas de souci. Merci. Du coup, donc, je suis Quentin Fabregal, je suis chargé de mission à l'association Arbres et Paysages d'Autan. Et effectivement, je vais vous présenter le programme Cartoc en plus de différents programmes autour de l'accompagnement à la plantation de haies que l'on réalise au niveau de l'association. Donc rapidement pour présenter l'association Arbres et Paysages d'Autan, c'est une association qui existe depuis 1995, donc on a fêté nos 30 ans d'existence cette année. Donc c'est une association qui a pour objet de promouvoir le rôle de l'arbre de pays et de la haie champêtre pour le mieux vivre de tous. C'était déjà l'objet il y a 30 ans et c'est encore un sujet qui est très largement d'actualité aujourd'hui. On est une structure qui compte environ 600 adhérents par an, dont plus d'une centaine de collectivités qui vont adhérer à l'association, soit pour des projets précis que je développerai en suivant, soit pour soutenir l'association. On est une équipe de 12 salariés et on va travailler, nous, sur le territoire exclusivement de la Haute-Garonne en sachant que on fait partie d'un réseau national et d'un réseau régional, donc nouvellement appelé Réseau E France et Réseau E Occitanie. Et notamment alors sur ce réseau régional, j'y reviendrai un peu en suivant. Sur les différents projets et programmes que l'on va traiter au sein de l'association. Alors là, bien entendu, je vais faire le focus sur Arbres et Paysages d'Autan, mais il y a des projets, des programmes qui sont en commun avec les départements voisins, ou alors qui vont avoir des projets assez similaires. Le premier programme, c'est vraiment la partie accompagnement à la plantation, notamment plantation de haies
mais pas que, on est vraiment sur la thématique de l'arbre, ce qu'on va appeler l'arbre hors forêt. Donc je reviendrai un peu plus longuement en suivant. On va travailler aussi notamment autour de la marque végétale locale. On va avoir tout un programme de sensibilisation tout public, ainsi que de l'assistance et de l'accompagnement aux collectivités, à la fois pour de l'animation, pour de la formation et on va dire de l'assistance plus technique. On travaille également sur le sujet de la gestion durable des haies, sur des sujets comme la régénération naturelle assistée. Alors, régénération naturelle qui a déjà été un peu abordée précédemment, qui peut être une alternative à la plantation dans certaines situations. Le sujet du label haies et des plans de gestion durable des haies. Là, on va être plutôt en lien avec le domaine agricole, mais les collectivités peuvent également entrer dans ces programmes-là. Le sujet de la formation, où on a également notre propre cycle de formation annuel sur des sujets assez variés et on propose des ateliers techniques auprès des collectivités et des professionnels. Et enfin, on va travailler sur l'aménagement du territoire et c'est là où va rentrer notamment le programme Cartoc donc sur des enjeux et des thématiques comme l'eau, l'érosion des sols et l'adaptation au changement climatique euh, en lien avec tout type de public. Je reviens donc sur cette partie du réseau. Donc Réseau et Occitanie, c'est un réseau qui compte 13 structures départementales. Donc en Occitanie, en tout cas, on a vraiment la chance d'avoir une structure par département qui va travailler sur la thématique de la haie, qui va vraiment être un opérateur de l'arbre. Et alors, l'ensemble de ces structures ne travaillent pas directement sur le programme Cartoc, mais en tout cas sur toute la partie accompagnement à la plantation de haies, sensibilisation, formation, assistance technique, etc. Toutes ces structures travaillent sur ces sujets-là. Et bien entendu, la force de ce réseau régional, c'est de pouvoir mutualiser les connaissances et les compétences de ces différentes structures, hein, les différentes équipes salariées qui la composent. Alors, je vais commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de Cartoc, par une présentation de nos programmes de plantation, parce qu'en fait, et on le verra un peu en suivant, la plantation de haies est une des solutions possibles pour lutter contre l'érosion, à la fois érosion des sols, mais aussi érosion de la biodiversité. Et donc, on propose vraiment un accompagnement auprès de tout type de public, notamment au travers du programme Plantarbre. Alors, ce programme Plantarbre, c'est un programme qui est financé par la région Occitanie, l'Agence de l'eau à Tour-Garonne et le Fonds pour l'arbre. Et donc, ce programme représente une aide technique et financière pour la réalisation de projets de plantation d'arbres et d'arbustes de pays, à la fois, donc je parle principalement de haies, mais pas que. Et au travers de ce programme, il va y avoir vraiment trois axes principaux. Donc nous, en tant qu'association, on va vraiment apporter l'accompagnement technique à la mise en place de ce projet et on va aller jusqu'à la fourniture des plans en respectant ces trois axes. Donc à la fois l'utilisation d'essences locales, majoritairement végétales locales, donc, c'est des essences qui vont être adaptées à la fois aux conditions de sol et conditions climatiques. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on va maintenir le lien fort avec la biodiversité, notamment. On va travailler sur du jeune plant. Donc, ça, c'est aussi un point extrêmement important pour faciliter la reprise de ces végétaux et éviter qu'il y ait de trop gros besoins d'entretien et d'accompagnement sur ces végétaux suite à la plantation. Et on va encourager la mise en place d'un paillage biodégradable. Donc, sur la photo que vous avez en bas, c'est la mise en place de BRF, de copeaux de bois, qui est le paillage le plus efficace de façon générale, à la fois pour les questions de maintien de la ressource en eau, de lutte contre la repousse des adventices, et également, en se dégradant, on va venir enrichir le sol au fur et à mesure. Alors bien sûr, il existe des alternatives, notamment dans le cas de plantation sur des talus,
où les copeaux de bois sont pas forcément les plus adaptés, mais de façon générale, c'est vraiment ce que l'on va conseiller pour avoir un développement des végétaux les plus efficaces. Donc, comme je disais, nous, notre rôle va être vraiment l'accompagnement technique et la formation au protocole de plantation, à la fois sur la mise en place même du projet de plantation, sur comment travailler le sol au préalable, comment planter sur le moment, et puis derrière, il va y avoir un suivi qui va être réalisé sur les 2 années qui suivent la plantation pour voir si tout se porte bien, s'il y a des besoins de conseils particuliers, et il peut y avoir la possibilité de remplacer des végétaux dans le cas où il y aurait des végétaux qui n'auraient pas tenu et où ça impacterait vraiment la fonctionnalité de la plantation. Donc là, j'ai mis des exemples, en tout cas les forfaits, le reste à charge pour ces plantations. On est sur du 3 euros du mètre linéaire, encore une fois grâce au soutien des différents financeurs sur ce projet. En sachant que c'est un programme qui est ouvert, comme je le disais, à tout public, donc à la fois les collectivités, les particuliers, associations, entreprises, établissements scolaires, parce que l'ensemble de ces publics peuvent être intéressés pour des objectifs qui sont parfois différents, mais peuvent être intéressés par la plantation de haies. Et on va avoir également un autre projet en parallèle, alors qui pour le coup va être assez spécifique à la Haute-Garonne, qui est en lien plutôt avec l'aspect historique du département, tout simplement parce que dans un premier temps, c'était le conseil départemental qui portait et qui finançait vraiment la plantation de haies auprès des agriculteurs. Et depuis 2021, nous sommes mis en partenariat avec la direction de l'agroécologie pour accompagner, pour que ce soit nous qui accompagnons les agriculteurs d'un point de vue technique, et le conseil départemental reste financeur. Alors, ça concerne que certains projets auprès des agriculteurs. Le programme Plantar reste aussi ouvert à ces mêmes agriculteurs. Et là-dessus, encore une fois, on va être vraiment présent sur l'accompagnement technique. Donc, à la fois une visite technique pour la mise en place du projet, identifier quels vont être les objectifs, quelles vont être aussi les contraintes de la zone, et puis après transmettre euh, les connaissances sur la mise en place même du projet, le choix des essences et la fourniture des plants, avec ici aussi un suivi de la plantation. Cette partie-là, ce programme-là spécifique, il est valable en Haute-Garonne, mais euh, nos collègues des autres départements, bien entendu, accompagnent aussi la plantation auprès des agriculteurs dans le cadre de leur propre programme de plantation. Pour parler un peu plus précisément donc, du programme Cartoc, déjà d'un point de vue un peu plus historique, je vais dire, ce programme Cartoc, il existe de base depuis 2018, où il y a eu une première phase du projet, où l'objectif a été la mise en place d'un outil cartographique d'aide à la décision pour la mise en place de projets de plantation, de haies notamment. Ce projet-là, il a été réalisé d'abord sur 4 territoires pilotes dans les départements de Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Tarn. Et derrière, il y a une deuxième phase qui a été entamée ces dernières années pour développer ce projet-là sur d'autres territoires et développer de façon encore plus poussée l'outil cartographique que je vais vous présenter en suivant. Pour revenir très rapidement, parce que ça a été déjà très bien développé précédemment, donc cet outil cartographique, il est vraiment orienté autour des sujets d'érosion des sols et d'érosion de la biodiversité. On a, je pense, tous bien conscience de l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire on est face à un dérèglement climatique qui impacte sur les déséquilibres écologiques, et notamment avec des conditions climatiques qui vont être de plus en plus difficiles, de plus en plus extrêmes. C'est le développement de plus en plus important de pluies importantes, de vents forts, et donc ensemble
ce sujet va mener à une augmentation des risques d'érosion notamment. Et donc, vraiment, les objectifs, c'est de pouvoir lutter contre cette érosion des sols et la perte de biodiversité, notamment sur des zones particulièrement vulnérables, pour pouvoir agir en priorité sur ces zones-là. Sur ce schéma, vous voyez un peu la comparaison. C'est schématique, mais entre deux zones différentes, l'une qui serait à sol complètement nu, donc sur la partie droite, où là on va voir que à la fois plusieurs facteurs qui vont jouer sur les questions d'érosion, notamment l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols dans des milieux urbains, mais pas que. Des pratiques agricoles qui peuvent aussi euh, augmenter les risques d'érosion, notamment si on est euh, face à un labour qui va être parallèle à la pente et qui va accélérer le ruissellement. Derrière, on va avoir à la fois, on peut avoir un impact sur les voiries, donc avec l'effondrement de talus et des coulées de boue sur ces zones-là, mais également au niveau des cours d'eau, où on va avoir l'eau chargée de terre et de toute une série d'intrants qui vont petit à petit rejoindre les cours d'eau. En tout cas, il y a ce risque-là, avec un effondrement des berges qui va provoquer derrière des inondations et puis une pollution des cours d'eau également. Et de l'autre côté, dans le cas d'une zone où on va retrouver notamment une implantation de haies et de ripisylves, où on va avoir à la fois un ralentissement de la vitesse d'écoulement de l'eau, des pratiques agricoles aussi qui vont être différentes et plus adaptées sur ces zones-là. Et donc, on va à la fois augmenter la capacité de l'eau de rentrer dans le sol, de rejoindre directement les nappes phréatiques, à la fois de maintenir les intrants au niveau des sols plutôt que directement dans les cours d'eau et éviter ou limiter en tout cas les risques d'effondrement des talus et des berges. Donc, alors rapidement, parce que pareil, la majorité ont déjà été abordées, on va avoir, on va retrouver le rôle de l'arbre et de la haie de façon générale, notamment sur la question d'érosion, avec, comme je le disais, le maintien des berges et des talus et l'augmentation de l'infiltration de l'eau grâce au système racinaire de ces arbres et arbustes. Euh, pour revenir rapidement sur ce sujet-là et notamment sur la question des talus, l'implantation peut être une solution, mais dans certaines situations, ça peut être difficile de planter sans aggraver les risques d'effondrement du talus. Et donc là, pour le coup, le côté régénération naturelle, notamment régénération naturelle assistée, peut être intéressant. Donc ça, c'est également un projet que portent nos structures pour accompagner les propriétaires, les collectivités à la fois modifier la gestion de ces espaces-là et aller parfois jusqu'à sélectionner, apporter un peu de diversité et aider, on va dire, la régénération naturelle sur ces zones-là. On peut avoir effectivement la question d'allongement du chemin de l'eau, l'effet barrière pour limiter la vitesse de l'eau sur ces zones-là, le côté filtre naturel et bien entendu le côté réservoir de biodiversité. Donc ça, c'est un rôle essentiel que va jouer l'eau sur ces enjeux de biodiversité, que va jouer la haie, pardon, sur ces enjeux de biodiversité. Au niveau de l'outil cartographique, donc le projet Cartox, c'est certes un outil cartographique, mais c'est aussi, on le verra un peu plus tard, un vrai projet d'animation territoriale. Mais en tout cas, sur cet outil cartographique qui a été développé par le réseau régional, pour vous donner rapidement les différentes données qui sont utilisées et qui vont permettre d'avoir des couches assez différentes qui vont faire ressortir tous ces enjeux. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais en gros, on va voir des données pédologiques sur la nature et la composition des sols, des données sur l'occupation même du sol issues d'un croisement de plusieurs données,
les données de relief également, et puis de pratiques culturelles qui peuvent bien entendu avoir un impact sur l'écoulement de l'eau, sur les sujets d'érosion et autres. Et donc voilà le type de données que l'on peut ressortir sur cet outil cartographique. Donc là, sur cette carte, on va retrouver vraiment les enjeux croisés, à la fois enjeux biodiversité et enjeux érosion. Et c'est le cumul de ces deux enjeux qui vont ressortir ici. Donc par exemple en marron, où on va voir les enjeux prioritaires. L'objectif vraiment de ce programme, ça va être de travailler non pas à l'échelle exclusivement de la parcelle, mais principalement à l'échelle du bassin versant. L'objectif, c'est pas, ça ne va pas être de pointer du doigt telle ou telle parcelle, mais de pouvoir voir de façon globale quels vont être les enjeux, les zones prioritaires, les zones à fort enjeu, et identifier quel type d'aménagement peuvent être réalisés sur l'ensemble de ces zones-là. C'est un outil cartographique qui va plutôt avoir pour public les collectivités, mais pas que. Encore une fois, on est vraiment dans une situation d'animation territoriale où l'objectif va être de pouvoir rassembler le maximum d'acteurs qui vont pouvoir travailler ensemble à euh, diminuer les risques qu'on va retrouver sur ces différentes zones. Donc, effectivement, on va pouvoir à la fois avoir ces questions d'enjeux. Alors, on peut aussi faire ressortir seulement les enjeux érosion ou seulement les enjeux biodiversité si on le souhaite. Et bien entendu, on va avoir tout ce qui va être zone pour se repérer, donc les autoroutes, les limites départementales, communales, les différents cours d'eau aussi, bien entendu. Et on peut également avoir un autre type de fond de carte. Là, pour le coup, on va pouvoir identifier plutôt les flux d'eau, euh, qui, notamment par rapport aux pentes, enfin, au relief, on va pouvoir identifier. Et c'est en mettant en parallèle ces deux types de fonds, deux types de cartographie, que l'on va pouvoir identifier ensemble avec les différents acteurs de potentielles zones en jeu, des potentielles zones prioritaires, en sachant que derrière l'objectif, ça va être surtout de pouvoir échanger avec les collectivités, avec les agriculteurs, avec les autres structures présentes sur le territoire, pour faire le parallèle entre ce que va faire ressortir cet outil cartographique et quelle va être la réalité du terrain aussi. Et c'est ces échanges-là qui nous permettront d'identifier derrière quels sont les types d'aménagements qu'on pourrait faire. Est-ce que ça sera envisageable de modifier les pratiques agricoles, de faire de la plantation de haies ou d'envisager d'autres types d'aménagements aussi. Au niveau justement de cette animation territoriale, après je développerai un peu plus précisément des exemples qu'on a mis en place nous en Haute-Garonne. Mais le déroulé, je vais dire un peu classique de tout ça, c'est dans un premier temps d'identifier des structures qui vont avoir des problématiques d'érosion, ou en tout cas dont l'enjeu sera important sur leur territoire. On va effectivement plutôt travailler à l'échelle de la communauté de communes. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait le plus. Mais certaines communes vont être aussi très intéressées pour travailler sur ces sujets-là. L'objectif derrière, ça va être de mettre en place une convention de partenariat qui va être une convention cadre pour pouvoir derrière identifier quelles vont être les différentes actions à mettre en place. On va avoir dans un premier temps un entretien avec la commune pour comprendre les problématiques et identifier déjà les besoins qui vont ressortir sur le territoire. Et dans un second temps, c'est à ce moment-là que va arriver l'utilisation de l'outil pour faire le parallèle, identifier les zones prioritaires et comparer, comme je disais, les cartes avec le terrain. Voir pour déjà si on retrouve la même chose entre l'outil carto et la réalité. Et en suivant, va être mis en place un programme d'animation territoriale où on va identifier avec la commune, ou avec la collectivité en tout cas,
les différents acteurs qu'on pourrait essayer de rassembler autour de la même table. Pouvoir donner derrière des préconisations, rencontrer les différents acteurs et faire bien entendu de la sensibilisation et pourquoi pas derrière envisager la mise en place de plantations qu'on pourra également accompagner euh, parmi les actions qu'on peut réaliser. Pour citer un des exemples que l'on a déjà mis en place, nous, sur notre territoire, on a identifié aujourd'hui 3 communautés de communes avec lesquelles des conventions ont été déjà mises en place, avec lesquelles on a déjà commencé à travailler, notamment sur des rencontres avec des agriculteurs, où l'ensemble des agriculteurs d'un territoire ont été invités à échanger sur ces questions d'érosion, leur faire qu'ils nous fassent remonter aussi quels sont les besoins et les contraintes que eux peuvent avoir aujourd'hui sur leur territoire, ce qui a permis de pouvoir identifier quelles étaient les actions qu'ils étaient aujourd'hui potentiellement prêts à mettre en place. Également des échanges, bien entendu, avec les collectivités. Et on a des situations où les collectivités ont vraiment une volonté forte d'accompagner la mise en place de ces aménagements-là, soit avec de l'aide au niveau du financement, soit sur de l'aide plutôt matérielle, par exemple sur la plantation en elle-même ou sur la gestion. Il y a un vrai intérêt aussi, au travers de tous ces aménagements-là, de pouvoir sensibiliser l'ensemble des publics, communiquer autour de ces aménagements-là et la prise en compte de ces enjeux et valoriser les projets qui sont mis en place pour pouvoir donner envie potentiellement à d'autres propriétaires de les mettre en place également à leur tour et de montrer aussi que ça marche, qu'il y a un vrai impact là-dessus. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation avec donc, ces 3 communautés de communes où il y a déjà eu, dans certains cas, des projets de plantation qui ont été réalisés sur ces zones-là à enjeu. Et on a également un autre projet dans une commune qui, pour le coup, date d'il y a un peu plus longtemps, où avant même l'existence de cet outil cartographique, à l'échelle de la commune, il y avait eu de gros aménagements de fait qui ont à la fois rassemblé la commune, les agriculteurs, les particuliers, qui tous ensemble ont fait en sorte de mettre en place des projets de plantation pour limiter les questions d'érosion. Et aujourd'hui, c'est un peu un site pilote que l'on met en avant parce qu'il y a eu une vraie transformation et du paysage et une vraie diminution de ces problématiques d'érosion des sols et de la biodiversité. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai présent pour y répondre. Et n'hésitez pas à contacter directement Arbre et Paysage Autan ou le réseau régional si vous avez des questions plus précises. Merci Quentin. Du coup, je te laisse aussi peut-être répondre aux questions éventuelles dans la conversation directement. Ça Ouais, alors, si tu n'as pas accès au Q&R. ouais, alors visiblement, je ne peux pas répondre non plus directement dans la conversation, mais j'ai essayé de creuser pour voir comment je peux faire. Ok, ça marche. Hop, et je laisse du coup la main à Marion et Mélanie. Marion, Bonjour, ton- bonjour à tous. Du coup, Mario Sudre, directrice de l'EPAGE Aveyron Amont, et je suis accompagnée. Bonjour à tous, Mélanie Bompard, chargée d'opération à Rodez Agglomération. On vient vous présenter une étude expérimentale qui a été réalisée sur notre territoire en vue de mieux appréhender le risque de débordement et de ruissellement à l'échelle de bassin versant, mais aussi de mieux appréhender l'impact de l'urbanisation sur ces éléments-là. Cette étude a été coportée par du coup l'EPAGE Aveyron Amont, qui est en charge de la GEMAPI sur notre territoire, la commune d'Onnay-le-Château et Rodez Agglomération. On vous amène en Aveyron, dans le grand bassin Tarn-Aveyron, à côté de Rodez, chef-lieu du département, sur la commune d'Onnay-le-Château. On est sur un territoire relativement attractif. C'est une commune qui a connu une forte urbanisation parce que sa population a été multipliée par plus de 10 en 50 ans. Et vous avez là les illustrations
À droite, le territoire dont on va vous parler dans les années 50 à 65 était essentiellement agricole avec juste une ferme. Et en 2025, on a de nombreuses zones pavillonnaires qui se sont développées. Et ces dernières années, voire mois, ce qu'on observe, c'est que ces zones pavillonnaires avec des maisons de maître et des grands terrains, ce que vous avez d'entouré en rouge, petit à petit se vend et du coup se densifie. Comme ici, vous voyez, sur le terrain a été construit 3 lots et sur ce terrain-là qu'on a entouré était prévu 5 lots. Donc la valeur foncière entraîne une identification rapide et difficile à maîtriser sur ce territoire-là. Et vous le voyez, on est quand même rapidement à proximité de cours d'eau, c'est le Trébloux. C'est aussi un territoire qui est soumis à un aléa inondation, essentiellement aléa par ruissellement ou par débordement de cours d'eau. On est sur un territoire non couvert par un PPRI, mais parce que pendant très longtemps, c'est un territoire qui était rural, donc il n'y avait pas d'urbanisation et on ne pouvait pas parler de risque. On a été sollicité par la commune et Rodez Agglomération pour essayer de voir comment on pouvait continuer à urbaniser ce secteur sans aggraver le risque inondation. La réponse qu'on a proposée en tant qu'EPAGE, dans le cadre de notre programme inondation, c'était de réaliser une étude expérimentale pour voir comment on pouvait aménager durablement ce secteur-là, maintenant, mais aussi en se projetant face au changement climatique, où on sait que les événements extrêmes vont être de plus en plus fréquents. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est d'abord, on a eu une phase d'état des lieux, où on a essayé de comprendre le fonctionnement du bassin versant, avec une phase de terrain, une phase aussi où on a récolté les témoignages des anciens qui ont pu connaître des petits débordements ponctuels. On a aussi relevé les ouvrages, la taille du cours d'eau, etc. Ensuite, l'étape 2, ça a été d'évaluer le risque inondation, à la fois par ruissellement et par débordement, avec un modèle hydraulique 2D. Dans ce modèle-là, on a fait tourner 3 scénarios d'urbanisation, un scénario de l'état actuel, un scénario où on se projetait sur l'aménagement futur, avec des hypothèses de densification urbaine. Si on faisait rien, jusqu'où pourra l'urbanisation et quelles seraient les incidences d'un point de vue inondation. Et le dernier, avec des solutions d'aménagement qu'on a essayé de trouver pour avoir un compromis entre aménagement du territoire, mais aussi préservation de la population par rapport au risque naturel. L'étape 3, ça a été d'étudier les solutions. On a pu développer un petit peu une boîte à outils qui reprenait des solutions sur des champs très diversifiés. Et ça a été de voir avec un comité de pilotage, composé bien sûr par les élus locaux, par les services de l'État, mais aussi par les agents des collectivités concernées, pour essayer de voir avec ces outils lesquels on levait pour essayer de proposer une organisation cohérente avec les milieux aquatiques et les risques associés. Les premiers résultats de cette étude nous ont permis d'identifier facilement l'ensemble des chemins préférentiels d'écoulement, les axes d'écoulement, mais aussi les zones d'expansion de crues. C'est ce que vous avez sur cette carte-là, où sont repris, en fait, à travers le modèle, pour des occurrences de pluie de 10 à 30 ans, les hauteurs d'eau qu'on pourrait constater sur le terrain et qui permettent de voir clairement des zones où on a plutôt des étalements de l'eau, des zones où on a des chemins préférentiels et des zones qui sont plus en rouge, qui sont clairement des zones d'expansion de crues. Le modèle nous a aussi permis, à travers le test de plusieurs scénarios d'aménagement et d'urbanisation, d'essayer d'identifier l'impact de l'urbanisation et de voir jusqu'à quel niveau on pouvait imperméabiliser le territoire sans aggraver le risque pour les habitants qui sont déjà en place. On a pu ainsi identifier les zones les plus exposées qui subiraient une augmentation de l'aléa si on continuait à densifier. On a pu aussi quantifier ces impacts, tester plusieurs scénarios pour que les élus puissent trouver le scénario qui correspondait le mieux à leurs attentes. Donc, suite à cette modélisation et afin de préserver et de protéger le fonctionnement hydraulique, on a intégré différentes prescriptions dans le PLUI, à savoir un classement de l'ensemble des zones d'expansion de crues en zones naturelles protégées. Donc, on vient préserver tout ce secteur de tout aménagement, construction ou modification de terrain. Pour les chemins de ruissellement, on a également, dans toutes les zones agricoles, dès lors qu'on avait un cheminement de ruissellement au-delà de 5 cm, on a classé ces zones en agricole protégé.
permettant de préserver de toute nouvelle construction agricole et donc de ne pas venir augmenter l'impact des chemins de ruissellement ou des secteurs où vient stocker ponctuellement l'eau. Et pour les zones UD, sur la question du chemin de ruissellement, on a en fait élaboré une cartographie qu'on a intégrée dans le règlement par 2 aplats de couleurs, un aléa modéré, donc qui reprennent sur la cartographie que vous avez à l'écran de 1 cm à 30 cm, dont les bleus et jaunes, et en rouge aléa fort. Et donc, sur ces secteurs-là, un aléa fort, on interdit toute construction. Et un aléa modéré, on vient autoriser les constructions sous conditions. Donc, conditions et de hauteur de plancher qu'on vient imposer à 0,5 m du terrain naturel. Et également des extensions limitées. On a ensuite également classé l'ensemble des haies qui avaient été repérées lors de l'étude au titre du L151-23 du Code de l'urbanisme. Ça permet de limiter le ruissellement et de préserver du coup encore plus le territoire. L'idée, c'est que dans le cadre suite à l'approbation du PLUI qui intervient la semaine prochaine, il y a une sensibilisation des propriétaires du secteur pour à la fois sur la gestion de leurs haies et le rôle qu'elles ont actuellement sur le secteur. Ce sera quelque chose qui sera fait avec les pages Aveyron Amont, Ave Marion courant 2026. Pour compléter ces mesures et pas aggraver le risque de ruissellement que nous avons en aval, on a intégré un pourcentage d'imperméabilisation dans l'ensemble du secteur concerné en zone UD et UE. Donc, on vient limiter l'emprise au sol des constructions par unité foncière. Et donc, ce pourcentage a été fixé à 11%. C'est un scénario qui découle en fait des modélisations qui ont été faites. Scénario intermédiaire qui permet de répondre aux contraintes hydrauliques en protégeant les habitants du secteur et de préserver le cadre de vie sur le plan environnemental et paysager. Ça, c'était 2 actions fortes que souhaitait la commune et donc il y a eu un vrai portage politique. Et enfin, la collectivité a également le service eau et assainissement et en cours de réviser son schéma directeur d'assainissement pluvial. Il y a une petite coquille, je vois. Donc, ça a été lancé en 2025 et l'idée, c'est d'intégrer des chiffrages de compensation à la parcelle pour permettre encore plus d'accompagner le territoire dans ces changements. Et parmi les derniers outils qui ont été mobilisés, c'est aussi des actions structurelles qui permettent de répondre ponctuellement à quelques problématiques. Notamment, on a pu identifier des points noirs hydrauliques qui seront résolus au fur et à mesure des années. On a pu aussi voir certains secteurs où on pouvait améliorer au droit de zone habitée. Et surtout, on a pu aussi intégrer cette étude et ses principaux résultats dans le plan communal de sauvegarde pour aider la mairie à mieux appréhender les secteurs à évacuer en priorité ou au contraire les secteurs qui seraient à traiter dans un deuxième temps. En conclusion perspective, il nous semble, nous, que c'est une étude à renouveler sur d'autres secteurs parce qu'elle répond quand même à un besoin très fort de concilier de plus en plus la densification urbaine et la préservation des milieux aquatiques, qui peuvent paraître parfois antagonistes, mais pourtant qui peuvent tout à fait être conciliés ensemble. Et c'est une attente très forte dans plusieurs documents de planification, bien sûr le SDAGE et le PGRI, mais aussi c'est une attente de plus en plus forte de plusieurs PLUI, SCOT ou PAPI. Et la méthode telle qu'elle a été développée est bien sûr à adapter sur les territoires, mais reste reproductible. Et pour nous, concrètement, sur nos territoires, c'est très intéressant parce que ça nous a permis d'identifier des actions très concrètes pour répondre aux deux secteurs, comme l'a présenté Mélanie, l'intégration au PLUI de plusieurs préconisations, une meilleure aussi appropriation des enjeux dans le cadre de la révision du schéma directeur pluvial, et pour nous, en tant que syndicat GEMAPIEN, des animations et actions à déployer
Et comme le disait Mélanie, on s'aperçoit que les haies sur ce secteur-là sont encore relativement préservées, ont un rôle important. Donc de pouvoir accompagner les agriculteurs ou les particuliers sur leur préservation. Pour nous, vraiment, c'est une application très concrète de ce qu'on appelle les SFN, les solutions fondées sur la nature. Pour ceux qui voudraient reproduire ce type d'études-là, les principaux leviers et freins qu'on a identifiés, une des vraies forces qu'on a eues, c'est de pouvoir travailler ensemble, structure gémapienne, commune, et dans la commune, à la fois les services espaces verts et aussi le service plutôt droit du sol. L'agglomération de Rodez, avec son service PLUI, mais aussi son service assainissement et gestion des eaux pluviales. Les services de l'État, même si on n'était pas sur une zone sensible au risque, les services risques d'ADT nous ont accompagnés à chacune des étapes. Bon, par contre, c'est que le fait de faire un groupe comme ça pour travailler ensemble, ça demande du temps de concertation, surtout au démarrage où on ne se connaît pas trop, on ne parle pas le même langage. Donc voilà, il a fallu des temps d'échange et de discussion. Un des autres leviers forts de cette action, c'est quand même l'engagement politique des élus, qui, même s'ils souhaitaient continuer à avoir développé l'urbanisation sur leur secteur, étaient tout à fait conscients des enjeux qui les attendaient d'un point de vue climatique et environnement. Et quand on a proposé la boîte à outils, ils ont été en capacité de valider des outils, qui, vous avez pu le voir, 11% peut être quand même très contraignant sur un territoire. Voilà. Par contre, il a fallu faire preuve de pédagogie, d'adapter le discours pour que tout le monde, et notamment les élus, comprennent les éléments. Un des leviers, c'est quand même la connaissance du territoire, qui a été facilité aussi par l'application de la collectivité locale On est le château. Et un des freins, c'est que malheureusement, tout n'est pas quantifiable. Par exemple, on a proposé dans la boîte à outils des outils sur les haies. On sait qu'elles jouent des rôles importants, mais on n'a pas pu quantifier le bénéfice des haies sur la limitation du ruissellement et des inondations d'un point de vue quantitatif. Et Marion, je réponds également. On a une question de Martin dans la conversation. Alors, je ne sais pas si vous parlez des difficultés d'intégration dans le PLUI. En fait, au départ, c'est une demande de la commune de travailler sur ça parce qu'on avait beaucoup de demandes de permis d'aménager ou déclarations préalables en vue de construire, avec jusqu'à présent des refus par manque de réseau ou par difficulté de gestion des eaux pluviales. Donc là, le portage, en tout cas politique, il y était. Et dans l'intégration du PLUI, on a créé une trame spécifique sur ce secteur. On était sur une étude expérimentale, donc on était vraiment ciblé. Et comme l'a dit Marion, en effet, à terme, on aimerait bien le réaliser sur d'autres secteurs où on a des enjeux similaires, où on n'a pas d'outils, notamment sur les aides de l'État. Donc là, on a vraiment des paragraphes spécifiques dans le PLUI qui traitent de ce secteur et une trame sur la partie zonage réglementaire qui vient identifier les aléas modérés et forts. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur la partie urbanisme en tout cas. La dernière Merci. diapo vous permet de voir l'ensemble des acteurs qui ont permis de réaliser cette étude expérimentale avec leurs coordonnées. Voilà. Et on a pu réaliser cette étude aussi parce qu'on a eu des financements de la part de l'Agence de Lot-et-Garonne et de la région Occitanie dans le cadre de notre programme d'action inondation. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, je rappelle que vous pourrez trouver le support en format PDF avec du coup ces coordonnées des différents acteurs. Du coup, pour Martin, apparemment, c'est bon pour votre réponse. Et je vais me permettre juste de rebondir sur la réponse de Julien Delange sur les travaux menés par l'établissement public Garonne. Je reprends la main, pardon. Voilà. Oui, juste pour recontextualiser une donnée indicateur d'érosion des sols, des travaux qui ont été menés dans le cadre du SAGE Vallée de la Garonne et donc porté par l'établissement public Garonne, donc qui prend pour racine les différentes dispositions relatives à la lutte contre l'érosion des sols qu'on peut retrouver dans le SAGE, ainsi que la règle 2 du SAGE qui vient limiter les phénomènes de ruissellement des eaux de pluie pour les projets ICPE. Suite à ces
suite à ces dispositions, une connaissance à la sensibilité à l'érosion des sols a été travaillée par l'établissement public Garonne. Donc, ça aboutit en fait à un indicateur de sensibilité à l'érosion des sols en fonction de la classe de pente et de la couverture des sols et une plaquette illustrative, une sorte de note d'accompagnement pour venir prendre en main cette donnée. Et l'idée derrière ces travaux, c'était vraiment d'engager l'élaboration concertée d'un diagnostic et d'un plan d'action local avec la profession agricole et pouvoir prioriser les interventions pour lutter contre l'érosion des sols. Et cette note d'accompagnement, du coup, elle s'est fait dans différents points de contexte. D'abord, une problématique d'étiage sur la Garonne qui est assez forte et qui est aggravée par notamment l'artificialisation des sols à travers l'imperméabilisation ou les pratiques agricoles intensives, comme on a pu en parler tout à l'heure. Elle s'est aussi fait dans le cadre du PGE Ariège, donc de 2018 qui court jusqu'en 2027 avec des objectifs de sensibiliser à l'importance des sols vivants et inciter à la limitation du ruissellement en favorisant l'infiltration et la rétention en eau des sols, et aussi dans le cadre du programme européen Climalert, qui s'est couru de 2019 à 2022. Et cette donnée, du coup, elle a été mise à disposition des collectivités, comme on a parlé Julien, pour notamment la communauté d'Albret. La méthode déployée pour cet indicateur, c'était d'abord en fait un traitement de l'image radar et un géoréférencement, pardon, à partir du registre parcellaire. Et on venait ensuite classifier les pixels de chaque parcelle selon leur valeur. Donc, c'est des pixels verts si la végétation est active et des pixels rouges en fait si les sols sont nus. Et ensuite, on venait déterminer une cartographie de l'occupation majoritaire des parcelles. Et cet indicateur d'érosion, en fait, il est classé selon des types de pentes. Donc, en 3 classes de pentes, avec une érosion limitée, modérée ou une érosion forte, selon le degré de pente. Et pour mieux comprendre les enjeux aussi des rotations de culture, donc entre l'hiver et l'été, il y avait à la base 2 périodes d'observation pour cet indicateur, donc printanière qui allait de fin avril à début mai et automnale au mois de novembre. Et suite à cette méthode, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une appropriation difficile de cette donnée par les gestionnaires. Quand on parle de données, vraiment la donnée brute qui était transmise, avec 2 jeux de données SIG saisonniers de 2015 à 2020. Et l'établissement public de Garonne, du coup, a retravaillé, a réuni un groupe de travail pour réfléchir sur un indicateur un petit peu plus synthétique. Et ça aboutit notamment à un nouvel indicateur qui était calculé à partir du parcellaire de 2017, avec un calcul du nombre d'années avec sol nu ou sol couvert sur ces 5 années, comme je l'ai dit, donc de 2015 à 2020. Et ça a donné lieu en fait à un indicateur qui était un peu plus consolidé que le premier et qui est mis à disposition des collectivités et structures GEMAPI. Donc plusieurs structures nous l'ont déjà demandé, ça a été transmis. Donc voilà, vous aurez les éléments dans le support final et n'hésitez pas ensuite à prendre contact avec nous, même si c'est vrai que cette donnée, du coup, je l'ai dit, était de 2015 à 2020. Voilà, c'était un peu pour répondre en complément de la réponse de Julien. On avait une question aussi pour Arbres et Paysages, pour Quentin. Je ne sais pas si tu avais accès au QNR du coup, à une question de... Non, j'ai plus accès à aucun texte. Donc j'aimais bien je te l'ai dit, je te l'ai dit à l'oral du coup. Une question de Pierre Tellier. Bonjour, est-ce que Cartoc est appliqué au département de l'Hérault, c'est-à-dire la compilation de ces données, les croisements de données et donc les cartos associés? Quelles sont les modalités de transfert, d'échange et partenariat avec les collectivités, les bassins versants? Alors, aujourd'hui, les départements qui sont concernés par le programme Cartoc, donc il y en a 9. Effectivement, comme ça a été dit par un collègue d'une autre structure, c'est centré sur l'Occitanie. Donc, on va avoir l'Aude, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, si j'en oublie pas.
Donc voilà, pour les départements qui aujourd'hui sont ciblés par le projet Cartox, soit l'ensemble du département ou au moins une partie. Et donc, au niveau des données, en fait, de façon générale, sur l'outil, c'est vraiment aujourd'hui un outil qui est utilisé exclusivement, ou en tout cas très principalement par les structures du réseau et Occitanie. L'idée, c'est pas du tout, notamment auprès des collectivités, de juste donner une cartographie telle quelle, mais c'est vraiment d'utiliser cet outil pour pouvoir échanger avec les différentes structures. Donc c'est plutôt, je vais dire, un programme d'animation territoriale avant tout, et l'outil vient en support de cette animation-là, et forcément accompagné par des salariés du réseau. Merci. Euh, Je pense que Julien, tu as pu répondre à toutes les questions qui te concernaient de ton côté dans le chat. Oui, a priori, Et j'ai répondu, merci. super, merci. Et Martin, du coup, je vois ta question. Vous pouvez aussi nous en faire la demande par mail pour l'accès aux données, notamment la note d'accompagnement. Je vais rajouter le mail dans la conversation. Et voilà, n'hésitez pas si vous voulez la donner, et aussi cette note d'accompagnement qui vient un peu aider à la prise en main des données, à nous faire la demande en contact par mail. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Je vois que Marion Harley du Sage Nest Rivière et Gascogne et Emmanuel Souris ont aussi répondu en mettant leur contact. Merci à vous. Et si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons pouvoir conclure. Donc, je remercie encore nos différents intervenants et Monsieur Sio pour la qualité des interventions et des échanges. On espère que ces différents retours d'expérience concrets, ces outils qui ont été présentés aujourd'hui, vous ont permis de mieux prendre en compte cette gestion intégrée de l'eau à travers cet enjeu de l'érosion des sols et du ruissellement, et aussi de pouvoir vous aider dans votre démarche respective pour cette prise en compte de l'eau. Je rappelle du coup que les replays et les supports seront très rapidement disponibles sur le site du SAGE, sur l'onglet Vendredi de l'eau. Une synthèse sera aussi transmise suite à ce webinaire, et aussi une synthèse un petit peu qui viendra récapituler ces trois nouveaux webinaires d'approfondissement qui se sont tenus sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.